C'est vrai que les OGM posent le problème de la privatisation du vivant. C'est peut-être ce qui, enfin pour moi en tout cas, c'est ce qui est le plus important. Mais on ne peut pas en rester seulement aux OGM puisque depuis les années 1980, émerge un peu partout dans le monde ce qu'on appelle des nouveaux droits de propriété intellectuelle. Et dans ces nouveaux droits de propriété intellectuelle, il y a le vivant. Cela veut dire que désormais, le vivant peut être considéré comme appropriable. Ça a commencé aux États-Unis en 1980. C'est la Cour suprême des États-Unis qui a autorisé pour la première fois de breveter une bactérie. Donc il y a eu un débat très intense aux États-Unis, la Cour suprême a été saisie et à une voix près, ils ont finalement accepté le principe du brevet sur une bactérie. Il est vrai que jusqu'à ces années-là, un brevet pouvait être déposé dès lors qu'il y avait une invention, c'est-à-dire un apport particulier, une activité humaine, un travail humain qui apportait quelque chose de spécifique, qui pouvait être prouvé et qui apportait quelque chose de nouveau. Et on distinguait traditionnellement l'invention de la découverte. La découverte, c'est quelque chose qui existe déjà. Et justement, le fameux arrêt Chakrabarty, il s'appelle, qui aux États-Unis en 1980 permet de breveter une bactérie, il est extrêmement important, enfin cet arrêt est très important parce que c'est le début de la confusion entre l'invention et la découverte. Parce qu'il est vrai que pour privatiser le vivant, il faut qu'il puisse y avoir confusion entre invention et découverte, puisque le vivant préexiste à l'activité humaine. Et ensuite, il suffira que quelques chercheurs trafiquent quelque peu cette découverte pour que cela devienne une invention et une invention brevetable. Donc là, c'est une rupture qui est absolument énorme, qu'on n'a pas obligatoirement mesurée à ce moment-là, et ceci a été ensuite décliné dans le droit commercial international. Dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, il y a également un accord, qui est un accord sur la propriété intellectuelle, qui organise également la confusion entre découverte et invention. Et comme l'Union européenne n'est pas la dernière non plus, puisque nous avons des grandes firmes agroalimentaires en Europe, nous sommes aussi une zone de développement des biotechnologies, ces dispositions internationales se retrouvent dans une directive de 1998 de la Commission européenne, donc directive qui a été transposée ensuite dans les droits des différents pays européens, qui organise la confusion entre découverte et invention. Le vivant, il y a plusieurs manières de l'aborder. Cela concerne tout le patrimoine génétique de l'humanité, mais ce qui intéresse surtout les grandes firmes transnationales dont on parlait, c'est la capacité du vivant à se reproduire. En effet, le vivant est doté d'une capacité autonome à se reproduire. Il se reproduit de manière absolument gratuite, mais aussi de manière hasardeuse, mais c'est gratuit, c'est une matière qui est abondante, le vivant, qui se reproduit tout le temps selon des rythmes biologiques, et c'est justement cette abondance, cette gratuité, qu'il s'agit aujourd'hui de capturer en mettant des sortes de péages comme sur les autoroutes, c'est-à-dire en mettant des droits d'accès aux vivants, puisque dans le cadre d'une économie marchande, l'abondance est contradictoire avec l'économie marchande. Un marché, pour qu'il existe, pour qu'il y ait un prix, pour qu'il y ait une valeur de la connaissance et une valeur du vivant, le vivant est sans valeur, c'est un bien commun de l'humanité, il n'a pas de valeur marchande. Pour qu'il acquiert une valeur marchande, il faut qu'on crée une rareté. Et pour créer une rareté, il faut qu'on mette un péage, un droit d'accès, ça s'appelle un brevet. Ça rappelle un petit peu ce que racontait un économiste au XIXe siècle, c'est Bastiat, qui, dans ses écrits, retrace une pétition, la pétition des marchands de chandelles, qui s'adresse au roi pour demander que le roi prenne un arrêté pour obliger les particuliers à fermer leurs fenêtres, dans la mesure où les marchands de chandelles subissent la concurrence du soleil. Le soleil est produit de la lumière en abondance. Ceci fait une concurrence dite déloyale par rapport aux producteurs de chandelles, et donc il s'agissait de fermer les fenêtres pour ne pas faire la concurrence aux vendeurs de chandelles. Et bien là, c'est un petit peu la même chose pour les semences. Il se trouve, et donc je vais arriver aux OGM par là même, il se trouve que les semences témoignent de cette capacité du vivant à s'auto-reproduire,
Alors, il est vrai de manière hasardeuse, je reviendrai sur cette notion de hasard, elles s'auto-reproduisent, si bien que les paysans, les paysannes du monde entier, depuis des millénaires, ont appris, ont des savoirs qui font qu'ils sélectionnent leurs semences eux-mêmes, les semences se reproduisent d'une année sur l'autre, et ainsi ils maîtrisent complètement leur production et leur alimentation, de manière absolument gratuite. C'est un bien commun, c'est un bien de l'humanité, c'est un don, c'est quelque chose qui est gratuit, qui ne pouvait jusqu'ici être approprié par personne, mais cette gratuité dans un monde marchand devient insupportable parce qu'elle est contradictoire avec le marché. Il y a eu un procès que les Indiens ont gagné sur une plante particulière qui s'appelle le margousier. Alors le margousier, c'est une plante c'est un arbuste qui pousse un peu partout en Inde et qui a des vertus qui repoussent les insectes, qui repoussent les chenilles, qui a des vertus fongicides. Donc une firme a déposé un brevet sur l'huile qu'on extrait du margousier et que les paysans indiens utilisaient depuis des centaines d'années comme justement fongicide. Et finalement, soutenus par des avocats, etc., les paysans indiens ont porté plainte devant l'accord du brevet à cette firme-là, et ils ont finalement gagné. Ils ont retrouvé des textes autour de l'an 1000 qui témoignaient du fait que déjà à ce moment-là, le procédé était connu, donc ils ont pu justement argumenter sur le fait qu'il ne s'agissait en rien d'une invention, mais finalement d'une copie de quelque chose qui existe déjà. Parce qu'une fois que le brevet est posé, on n'a pas le droit de copier. Concernant le vivant, il n'y a pas de limite a priori. Il n'y a pas de limite a priori dès lors qu'on a confondu l'invention et la découverte. Il n'y a pas de limite a priori. Bon, les limites seront données, je pense, par les résistances, on vient de parler du margousier, par les résistances des paysans, des paysannes, puisque ce sont elles qui souvent tiennent l'agriculture vivrière où sont accumulés ces savoirs traditionnels, mais également des consommateurs, comme on peut le voir pour les OGM, qui peuvent s'opposer à ce type de manipulation, parce que c'est aussi de la manipulation, dont on ne connaît pas absolument tous les effets. Et je pense que c'est une étape nouvelle du développement du capitalisme, dans le sens où jusqu'ici, dans le capitalisme contrôlait le travail humain, qu'on pouvait contrôler les conditions de vie. Là, c'est-à-dire les conditions de vie, le travail est intégré à la force productive du capital. Là, c'est la vie elle-même qui devient du capital. Et ça, c'est un changement fondamental, c'est un changement radical, c'est un changement anthropologique que même, je pense, Marx au XIXe siècle ne pouvait même pas imaginer que ce processus d'accaparement, d'appropriation pourrait aller jusqu'au plus intime de ce que nous avons, c'est-à-dire jusqu'au gène. Donc je pense que le système ne pourra pas s'arrêter de lui-même. Le système ne s'arrêtera pas de lui-même, il s'arrêtera parce qu'il y a des résistances, ou il s'arrêtera effectivement devant des catastrophes écologiques. Bon, le problème des OGM aussi, c'est que par le fait de la dissémination, il y a une perte de la diversité biologique. Or, les écosystèmes tiennent aussi et la capacité aussi à reproduire le vivant tient sur cette biodiversité. Biodiversité, sociodiversité aussi. Donc un système qui justement divise, spécialise pour isoler quasiment le one best way, une seule voie possible, est un système qui se fragilise énormément. Donc cela, c'est vrai que on peut très bien, donc le système peut être freiné par des résistances ou tout simplement par la catastrophe à un moment donné. Bon, il se bloque aussi pour d'autres raisons, le système. C'est en ce sens qu'on avance souvent la rationalité économique des OGM. Les OGM seraient des méthodes de production rationnelles, puisque grâce aux OGM, c'est la publicité des grandes firmes transnationales, semencières, c'est qu'avec les OGM, on pourra nourrir désormais l'humanité, on n'aura plus de problème de famine. Donc ça apparaît comme étant une rationalité scientifique, technique scientifique, rationalité économique, face à l'irrationalité du savoir, des savoirs indigènes, des savoirs paysans. Bon, mais là aussi, le système peut se bloquer et commence à se bloquer, parce que je l'ai dit tout à l'heure, il y a aujourd'hui une inflation de brevets.
On a trouvé, des techniciens, des scientifiques ont trouvé un moyen d'enrichir le riz en vitamine A. C'est ce qu'on appelle le golden rice. Donc il y a eu beaucoup de productions scientifiques sur ce riz qui, enrichi en vitamine A, allait permettre en plus non seulement de nourrir, mais de soigner des populations entières. Bien, il se trouve que ce riz, pour pouvoir l'exploiter, suppose de payer 72 droits d'entrée, c'est-à-dire il y a 72 brevets qui ont été déposés et qui concourent à la fabrication du golden rice. Donc c'est une aberration économique, c'est une véritable aberration économique. La multiplication des brevets accroît considérablement le prix du produit et rend même la production, la réalisation industrielle de ces produits quasiment impossible, parce que ça suppose de payer des royalties à toutes les firmes qui ont des... Je dis que c'est un système morbide. Puisque cette appropriation du vivant, cette volonté de maîtrise, de contrôle, qui fait partie aussi de notre modernité occidentale, l'idée de maîtriser la nature, de la contrôler, de supprimer toute possibilité de hasard, de rationaliser au maximum, c'est également une entreprise morbide. Entreprise morbide qui consiste à penser que la nature que nous avons aujourd'hui, finalement, elle est un blocage, elle est un obstacle, l'humain devient lui-même un obstacle, et donc pour accroître les forces productives, etc., d'où l'idée de trafiquer cette nature, de la manipuler, de créer une surnature qui puisse permettre de dépasser tous ces obstacles. C'est une utopie morbide, parce que je crois que les savoirs traditionnels, effectivement, qui sont des savoirs extrêmement élaborés, quand je dis traditionnels, c'est des sociétés traditionnelles, qui sont des savoirs élaborés, sont des savoirs qui ont une très très grande diversité, dès lors qu'ils sont traduits en connaissances. Il y a une perte du savoir, il y a une perte des savoirs, parce que la traduction en connaissances suppose en connaissances qui sont marchandisables, qui sont formalisées, qui sont formatées. Cela veut dire qu'on retient du savoir, de ces savoirs traditionnels, on retient une partie, la partie qui justement va pouvoir rentrer dans une espèce de logiciel. Donc c'est vrai que la transformation de ces savoirs en connaissances scientifiques, généralement, engendre une déperdition. Il y a une déperdition du savoir en plus, deuxième élément extrêmement important, c'est que aujourd'hui, la recherche en matière biologique, elle est orientée dans un sens. Comme les laboratoires, aujourd'hui, doivent acheter des brevets pour pouvoir mener leur propre recherche, puisque des brevets ont été déposés bien souvent en amont. Donc s'ils veulent faire des recherches, ils sont obligés d'acheter des brevets. C'est vrai pour les laboratoires publics également. C'est vrai bien entendu pour les firmes. Bien entendu, ceci pousse considérablement au regroupement de tous ces laboratoires de recherche, à la concentration, pour éviter d'avoir à payer, ce qu'on appelle en économie, c'est des coûts de transaction, pour avoir à payer tous ces droits d'accès aux brevets. Et cette concentration de la recherche fait que la recherche également s'appauvrit, parce qu'elle est souvent dirigée toute absolument dans le même sens. Les OGM, essentiellement pour l'instant, organismes génétiquement modifiés, touchent les semences. Les semences, c'est la capacité de l'humanité à se nourrir, et pour les peuples, à avoir une autosuffisance alimentaire et une souveraineté alimentaire. Cette capacité du vivant à se reproduire, des semences à se reproduire, donc elle est illimitée, elle est abondante, elle est gratuite jusque-là. Évidemment, les paysans, d'ailleurs Monsanto l'a utilisé comme publicité, à un moment donné, les paysans font concurrence. Ils sont considérés quasiment comme des pirates. Non, ils l'ont pas utilisé comme publicité, mais Monsanto dans un texte l'avait dit. Ils considèrent les paysans qui, eux, maîtrisent cette capacité du vivant à se reproduire à travers la semence, ils le considèrent comme une concurrence absolument déloyale, comme un monopole des paysans sur la capacité du vivant à se reproduire. Et au nom de ça, ce sont ces grandes firmes qui veulent, bien entendu, s'approprier cette capacité du vivant.
Alors ça pose des problèmes au niveau agroalimentaire, mais je voudrais auparavant dire autre chose. Je pense que les OGM, au-delà des questions techniques, pourquoi? Parce que les semences, d'abord, ce n'est pas simplement une richesse matérielle. Les semences rentrent dans la symbolique des sociétés. La semence, c'est la reproduction, c'est la vie, c'est la capacité de vivre. Et donc, s'approprier les semences, c'est s'approprier aussi tout un univers symbolique des peuples. Par exemple, en Inde, il y avait une multitude d'espèces de riz très différentes, qui étaient adaptées à des terrains différents, à des usages différents, à des coutumes différentes. L'introduction des riz OGM a provoqué très rapidement une réduction de cette biodiversité naturelle, et aujourd'hui, il n'y a plus qu'une dizaine de riz, quelques dizaines de riz différents cultivés en Inde. Donc les firmes veulent s'approprier cette capacité, et des paysans et des peuples, à s'autosuffire sur le plan alimentaire. C'est une arme, l'arme alimentaire est une arme fatale, je dirais. Elle a d'ailleurs souvent été évoquée dans d'autres occasions. L'arme alimentaire contre un peuple est une arme essentielle. Donc je disais guerre sociale parce que pour bien comprendre ce qui se passe avec la privatisation du vivant et avec ce phénomène de privatisation de la capacité des semences à s'auto-reproduire, et la capacité des paysans donc à maîtriser les semences, cela fait penser à ce qui s'est passé il y a bien longtemps, au XVIe siècle, au moment où on a privatisé ce qu'on appelait les communaux, les biens communaux. Ça a été la mise en place de la propriété agraire. Ça a commencé en Angleterre à partir du XVIe siècle. C'est un mouvement qu'on appelle le mouvement des enclosures. Ça veut dire on a permis de clore la propriété. Eh bien, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quasiment un deuxième mouvement d'enclosure. Aujourd'hui, la propriété privée va toucher l'ensemble des biens communs, pas simplement la terre, mais également donc la capacité, la vie elle-même, la capacité gratuite et abondante de la vie de se reproduire sur cette planète. Et ça, c'est approprié par quatre grandes firmes transnationales qui, de ce fait-là, vont contrôler l'alimentation mondiale. Donc, guerre sociale contre les paysans, qui justement possédaient ce savoir, un savoir qui a été accumulé, un savoir qui est transmis de génération en génération, qui tout à coup se trouve totalement dévalorisé. Ce savoir est dit improductif, et ce savoir des paysans, il est transféré à des petites machines qu'on appelle des machines OGM, qu'on appelle des organismes génétiquement modifiés, qui sont des produits technoscientifiques qui rentrent en concurrence directe et qui éliminent tous ces savoirs traditionnels. Donc, outre la guerre sociale, c'est une prise de pouvoir sur l'alimentation des personnes. Or, l'alimentation des personnes, le type d'alimentation, la manière de s'alimenter, ce qu'on consomme, la manière dont on le consomme, fait partie fondamentalement de notre rapport à la nature et de notre rapport à la culture. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle l'agriculture, c'est la première forme de culture. C'est la base véritablement de la société. Dès lors qu'on dévalorise totalement tout ce qui vient de la nature, dès lors qu'on accorde de valeur qu'à ce qui est transformé par les grandes firmes, par la technique, par la science, dès lors qu'il n'y a que ça qui a de la valeur, on dévalorise totalement la nature, les éléments naturels, ce qui est donné, tout n'est pas construit, il y a aussi une part qui est donnée, on dévalorise ce qui est donné et on dévalorise le socle sur lequel s'est construite l'humanité. Il y a un rapport à l'alimentation qui est aussi un rapport au monde, qui est un rapport à la nature et qui, avec les OGM en particulier, devient un rapport purement technique au monde, puisque une nourriture qui est génétiquement transformée, génétiquement modifiée, c'est une nourriture qui a perdu son rapport direct ou qui est censée avoir perdu son rapport direct avec la nature. Donc c'est une coupure encore plus grande entre la nature et la culture, et c'est une espèce d'extériorité de l'homme par rapport à la nature, par rapport à ce qui le nourrit, et là aussi je pense que c'est une perte de repère extrêmement grave. C'est le projet de certains, qui est un projet, qui est une utopie noire, je dirais, une utopie extrêmement dangereuse, de créer qui serait meilleur que la nature dont nous sommes tributaires. C'est aussi affranchir l'homme de ses données biologiques. C'est le refus de cette biologie qui est un donné,
qui est du gratuit. Donc c'est le désir de s'en affranchir. C'est aussi un rapport au corps, qui est tout à fait singulier, puisque c'est un corps qui est coupé de ses attaches naturelles, et qui est également coupé de ce fait-là de ses attaches culturelles. Il est vrai que déjà, il y avait déjà des sélections qui se faisaient et qui n'ont rien à voir avec le génétiquement modifié. Il y avait déjà des sélections, mais là où les techniques de manipulation de vivants opèrent une rupture, c'est que désormais la capacité de reproduction du vivant n'appartient plus au vivant lui-même et à ceux qui en sont porteurs, mais appartient à des laboratoires de firmes transnationales qui manipulent ce vivant pour arriver à faire du profit. C'est une nouvelle source de valorisation. Quand on dit que les biotechnologies, c'est vraiment l'industrie du XXIe siècle, c'est aussi cela que l'on dit. Les biotechnologies, les OGM font partie des recherches biotechnologiques. Effectivement, il s'agit de contrôler totalement le biologique, et de s'affranchir par rapport au biologique, par rapport à ce qu'a donné la nature, pour recréer une autre nature. Mais cette recréation de la nature, elle ne viendra pas d'un processus d'autocréation, elle vient d'un processus de création de richesses, mais qui celles-ci ne sont plus ni gratuites ni abondantes, ce sont des richesses marchandes produites par des transnationales. L'appropriation du vivant, c'est aussi un processus de transformation de richesses abondantes et gratuites en richesses, en biens payants, en objets payants. Mais si on identifie le progrès par l'augmentation quantitative à un moment donné, à court terme, de la production, on peut considérer qu'il y aura peut-être que certaines cultures OGM, effectivement, permettent une augmentation de la productivité. Bon, ça, c'est le calcul économique. Bien, je pense que c'est à court terme. À court terme, effectivement, il peut y avoir sans doute, dans certains domaines, une amélioration sensible de la productivité. Mais je pense que parler de la rupture dont je parlais, c'est peut-être se situer, c'est bien sûr se situer sur le terrain philosophique, mais c'est se situer sur le terrain politique aussi. Parce que c'est définir aussi les limites et les choix que les sociétés ont à faire, et les humains donc ont à faire à un moment donné, dans leur rapport à l'habitat, à leur habitat. L'habitat, c'est la nature, le seul habitat possible, aujourd'hui raisonnablement possible pour les humains, c'est la planète telle que celle dont nous avons hérité, c'est la nature. Donc, dire que c'est le progrès, si on mesure le progrès en termes quantitatifs, en termes économiques, on pourra toujours dire qu'il y a progrès de la production, il peut y avoir ponctuellement progrès de la production, il y aura certainement progrès des profits, augmentation des profits. Alors ensuite, la notion de progrès pour l'humanité, ça je pense que c'est un autre registre, les techniques de reproduction artificielle qui existent, qui sont pratiquées aujourd'hui et qui ne sont pas sans lien avec tout ce que nous venons de dire sur les semences, puisqu'il y a la possibilité aujourd'hui pour des femmes et des hommes de choisir aussi certaines caractéristiques génétiques pour leur descendance. Et donc ça veut dire que là aussi, il y a une manipulation génétique du vivant, y compris dans la reproduction humaine, par les techniques de reproduction artificielle. Alors, exactement de la même manière que pour les OGM, on met en avant des objectifs thérapeutiques. Il est vrai que les techniques de reproduction artificielle peuvent répondre à quelques problèmes thérapeutiques, mais si on regarde bien ce dont il s'agit de plus en plus de la création d'un véritable marché des ovules, pour parler de manière crue, d'une véritable marchandisation de cette capacité inouïe et toujours pleine de hasard. Je reviens sur cette idée de hasard qu'est la reproduction du vivant et du côté des humains. Et c'est là qu'on voit le poids de l'économique aujourd'hui, dans la rationalité économique, dans le calcul économique. Il faut supprimer le hasard. Il y a des sommes en jeu qui sont tellement importantes, tellement colossales, que toutes ces manipulations visent à domestiquer la nature, à supprimer ce qu'il y a de hasard et de hasardeux dans la reproduction du vivant.
par des procédés techniques. C'est en ce sens que la privatisation tout ce phénomène de privatisation du vivant entre dans une conception purement économique du monde, puisque si on laisse faire la nature, la reproduction naturelle, il y a du hasard. Or, le capitalisme, le souffle capitaliste aujourd'hui, c'est de supprimer au maximum tout ce hasard qui est contre-productif. Mais ce faisant aussi, en supprimant ce hasard, on supprime la nouveauté, et effectivement, on peut très bien arriver à des phénomènes de clonage. Le clonage, il n'y a aucune limite a priori, puisque tout à l'heure nous en discutions, aujourd'hui, dans le type d'idéologie dans laquelle nous sommes, on peut penser que le jour où le clonage sera possible, il sera fait. Puisque nous vivons dans un système de pensée dans lequel tout ce qui est possible doit être fait. Or, justement, réintroduire le politique, c'est réintroduire la capacité pour les peuples, pour les sociétés, de décider ce qui peut être fait, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne doit pas faire, ce qu'on doit faire, mais ce qu'on ne doit pas faire, même si on sait le faire. Alors qu'aujourd'hui, la tendance, c'est tout ce qu'on sait faire doit être fait. Et le progrès, c'est ça, justement. Le progrès consiste à dire tout ce qu'on sait faire doit être fait. Donc il ne s'agit pas d'arrêter le processus de connaissance, bien entendu, non. Il ne s'agit pas d'arrêter le processus de recherche, y compris sur tout le patrimoine génétique de l'humanité, mais il s'agit que nous donnions les moyens collectifs de décider, à partir de ces connaissances, ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Et c'est ce débat qui a été totalement occulté sur les OGM. Il n'y a eu aucun débat public sur les OGM. Donc aujourd'hui, on utilise quelques possibilités thérapeutiques, les possibilités thérapeutiques qu'il y a, qui sont réelles, concernant des possibilités de soigner des maladies par la technique génique. Très bien, mais nous n'avons pas eu du tout de débat public, de débat, disons, citoyen, sur que voulons-nous faire maintenant que nous connaissons, que nous avons ces possibilités-là, devons-nous les utiliser ou non? Et donc, je pense que ce débat sur la privatisation du vivant est extrêmement intéressant parce qu'il nous oblige à nous poser à nouveau la question du progrès et la question surtout des limites que collectivement nous choisissons. Et je pense que le politique ou la politique se loge justement dans ce choix collectif qu'à un moment donné, les sociétés, les peuples, les assemblées peuvent faire pour décider de l'avenir de ce qu'ils appellent, de ce qu'ils ont envie de vivre ensemble, des bases de la société dans laquelle ils veulent vivre, de ce qu'on appellerait la bonne vie. Et les OGM aujourd'hui, c'est d'ailleurs très symptomatique, sont imposés violemment au peuple. Quand on pense qu'une grande partie de l'aide alimentaire que donnent les États-Unis aujourd'hui aux pays africains, ce sont des produits OGM pour habituer les populations à consommer du produit OGM, c'est d'une violence économique, d'une violence symbolique, d'une violence politique absolument terrible, même s'il n'y a pas de mort immédiat. C'est d'une violence extraordinaire. C'est en ce sens que derrière la rationalité économique se cache quand même un véritable hold-up. Qui aurait pu imaginer, il y a 30, 40 ans, que 3, 4 grandes firmes transnationales pourraient un jour s'approprier cette capacité du vivant à se reproduire de manière gratuite? Qui aurait pu le penser? C'est en ce sens que je crois qu'il y a une véritable rupture anthropologique, c'est un changement d'humanité.